Bonjour tout le monde, bienvenue à Ouvre ton jeu. Hey, merci pour tous vos commentaires parce que dans les derniers jours, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à lire, à relire les commentaires, aussi à acheminer certains commentaires à des invités parce que j'ai envie qu'ils soient conscients des fois de la différence qu'ils font dans la vie de plusieurs parce qu'ils ont osé parler d'eux, parce qu'ils ont osé parler de leurs expériences de vie. Ils sont toujours très authentiques, ceux et celles qui acceptent de venir ici. Et je trouve ça exceptionnel. Puis j'ai envie de vous dire, soyez donc curieux. C'est-à-dire que si vous voyez, parce que maintenant, il y a tellement de gens qui l'ont fait, s'il y a quelqu'un qui vous intéresse un peu moins, ayez la curiosité au moins de commencer l'épisode. Parce que dans les commentaires, je disais souvent, hey, lui ou elle, j'aurais pas pensé que j'aurais aimé ça. Finalement, je me suis surpris moi-même à tout l'écouter et apprendre et avoir une nouvelle facette de cette personnalité-là. Parce que des fois, on a aussi des idées préconçues. Alors, de comprendre la personne dans son entièreté, c'est intéressant. Alors, je vous le conseille. Vous faites ce que vous voulez de ça, évidemment. Par exemple, je vais lire 2 commentaires. Un qui concerne l'épisode avec Jean-Nicolas Véraud. C'est Joanne qui nous dit « Après 14 ans de vie commune avec mon conjoint, cette rencontre avec Jean-Nicolas m'apporte beaucoup. Des questions qui demeuraient sans réponse viennent subitement s'éclaircir, tout simplement par l'écoute des propos sur le couple, les enfants et nos mémoires profondes, souvent enterrées par l'expérience et la maturité. J'apprends toute une leçon de vie. » Merci, Joanne. Merci beaucoup, Joanne, de nous avoir écrit ça et soyez assurés que Jean-Nicolas l'a reçu aussi, ce message-là. Roxane nous parle d'un épisode qui a déjà eu lieu depuis quelques mois, mais qui est toujours disponible, évidemment. Elle parle de l'épisode de Josée Lavigueur. Alors, Roxane dit « Belle personne. Jamais, au grand jamais, j'aurais pu penser qu'elle pouvait ne pas s'apprécier comme elle est. Ça me fait du bien de voir que peu importe le statut que l'on a dans la vie, il y a toujours des gens qui nous ressemblent. Personne ne va oublier cette grande humaine. » Puis si elle dit ça, c'est que Josée nous dit dans cet épisode-là qu'elle a peur d'être oubliée. Alors, ben non. Hein, on est toutes pareilles. On me semble, Josée, ça fait partie de la culture québécoise. Quand on parle à exercice physique, entraînement, mieux-être, Josée arrive toujours au sommet de cette liste-là. Alors, merci de partager vos commentaires. Vous pouvez retrouver l'épisode sur Patreon quelques jours avant la sortie officielle. Et il y a certains niveaux, là, soit juste le sonore avec le visuel. Enfin, vous pouvez aller voir sur Patreon. Et vous avez aussi l'épisode sans publicité. Sinon, c'est déposé tous les lundis sur toutes les plateformes où il y a des podcasts. Chaque épisode est diffusé le lundi. Et ça, c'est grâce beaucoup à nos partenaires parce qu'il faut comprendre entre le moment où on invite quelqu'un et le moment où l'épisode est déposé, il y a plusieurs étapes, ça comprend beaucoup de monde et aussi des coûts. Donc, pour nous permettre de faire ça semaine après semaine avec la qualité qu'on est capable d'offrir, moi, je suis très, très fière de ce qu'on produit ici, eh bien, ça prend des partenaires. Et entre autres, on a Karine Jonca qui vous offre 15 % de rabais sur vos achats en ligne et vous vous rendez sur le site Internet Karine Jonca. Code promo Ouvre ton jeu 15 et vous avez 15 % de rabais. Puis je vous rappelle que c'est une entreprise entièrement québécoise tout ce qu'ils produisent, c'est produit aussi au Québec. Ils ont la certification québécoise et en plus, Karine Jonca offre des produits sur tout le territoire québécois. Eros et compagnie aussi ont plusieurs boutiques à travers le Québec. Évidemment, vous pouvez aller faire des achats directement en magasin, en couple, avec des amis. Mélissa Bédard nous le dit ici, elle y va avec des amis. Puis on a l'air d'avoir bien du plaisir à regarder ce qu'il y a à vendre. Mais vous pouvez aussi le faire en ligne si ça vous convient mieux. Et le code promo, c'est ROSE15 pour avoir 15 % de rabais. Ce mois-ci, Ricardo vous offre 15 % de rabais sur l'abonnement du magazine. Puis on le sait à quel point Ricardo nous inspire avec toutes ses recettes, tous ses trucs, ses astuces. Alors, si ça vous intéresse de vous abonner au magazine Ricardo, rendez-vous sur ricardoccuisine.com dans la section abonnement et on vous donne un code promo, c'est Marie-Claude
15 et avec ça, vous avez 15 de rabais. Ça vaut la peine. Et on a aussi nos partenaires Optoréseau, 86 cliniques de propriétaires indépendants sur le territoire québécois. Vraiment, moi, c'est là que je vais. Je peux vous dire que les examens de la vue sont assez incroyables. Là. Moi, j'ai même appris que j'avais un petit problème que je ne savais pas et qu'on a corrigé. Donc, je suis très, très, très heureuse de ça. Donc, évidemment, les examens de la vue, les montures, les verres, vous pouvez vous rendre. Ayez la curiosité de vous rendre chez un de nos partenaires qui est Optoréseau. Aussi, on a notre équipe qui m'endure semaine après semaine avec toutes les idées qui me passent par la tête et je peux vous dire qu'eux autres aussi, ils me bombardent d'idées. Alors, il y a beaucoup de dynamisme ici dans cette équipe-là. Caroline Dionne à la coordination, Jérémy Boucher, réseaux sociaux, Élisabeth Lemieux, mise en ligne, Jonathan Fréchette, création numérique et Maëlle Devin, captation. Mon invité aujourd'hui, je l'ai reçu il y a quelques mois quand j'ai remplacé Jean-Philippe Vautier à l'animation de Bonsoir, bonsoir. C'est une gagnante de Star Academy, 2e saison. Je vous parle de Stéphanie Lapointe. Et quand je l'ai rencontrée, j'étais vraiment d'abord très contente de la revoir. Ça faisait plusieurs années qu'on ne s'était pas croisés. Stéphanie a quitté il y a quand même déjà longtemps le milieu de la musique. Maintenant, elle est derrière la caméra. Elle fait de la scénarisation. Elle écrit aussi une série de livres qui s'appelle Fanny, dont elle a, je pense, plus de 100 000 exemplaires de vendus. En fait, elle a beaucoup de succès dans ce qu'elle entreprend, mais j'ai aimé de voir cette femme-là qui avait beaucoup de choses à dire et je l'ai invitée. Veux-tu venir faire Ouvre ton jeu? J'ai l'impression qu'on a envie de savoir qu'est-ce qu'elle devient, puis elle a dit oui. Alors, je suis très heureuse de la recevoir aujourd'hui. Alors, place à Stéphanie Lapointe. La personne avec laquelle je suis aujourd'hui, Benjamin, ça fait 10 ans que j'étais avec lui, mais la petite histoire, c'est que quand on avait 14 ans, ça a été mon high school lover. De 14 à la Star Academy, dans le fond, comme dans les films de rom-com, on s'est retrouvés à nos séparations. Fait que Benjamin, c'est vraiment mon premier French kiss, mon premier mon premier amour, ma première fois. Puis ça va être ma dernière fois, je vous le garantis, là, à moins que la vie nous amène je sais pas où, mais c'est vraiment l'amour de ma vie. Fait que c'est drôle parce que quand on s'est rencontrés, je me rappelle encore, moi je viens de la petite banlieue, puis je l'ai vu de loin dans un parc. Je vous jure, là, on disait qu'on était ésotérique au début de l'entrevue. Il y a quelque chose qui a fait, OK, ce gars-là va être vraiment important. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être où on y retrouve plus d'une centaine de classes de maîtres dirigées par des experts, disponibles sur marieclaude.com. Les jeux de table Ouvre ton jeu original et l'édition couple sont disponibles partout au Québec et sur randolph.ca. On l'a connue, j'ai l'impression qu'elle était toute petite. Et on a vite compris que derrière cette délicatesse-là, il y avait une force de caractère. Et moi, je la suis depuis longtemps et je suis toujours impressionnée. On dirait qu'elle n'est pas là où je m'attendrais qu'elle soit. Je suis très contente de la voir aujourd'hui, de passer du temps avec elle, de voir tout ce qui s'est passé depuis qu'elle a gagné Star Academy. Et je parle de Stéphanie Lapointe. Salut, Stéphanie. Salut. Tellement contente que tu sois là. On s'est vus à Bonsoir, bonsoir. Oui. Et j'espérais que tu acceptes l'invitation parce que j'étais contente de te voir là, de voir tout ce que tu as fait aussi. Parce que je parle de Star Academy, tu es peut-être tannée de t'en faire parler, mais peut-être pas tannée de ça. Non. Ça fait partie de ton histoire. Vraiment, oui. Puis j'ai l'impression que... J'ai été tannée, par exemple. Il y a eu un moment où j'étais là, lâchez mais autre aparté, là, mais oui, mais là, non, vraiment pas. Non. Parce que pour moi, c'est là qu'on t'a connu. Oui. Tu as gagné, si je ne me trompe pas, c'est la 2e saison. Oui. Après Wilfred Leboutillier, oui. c'est toi qui as gagné. Oui. Et avec toute ta douceur, avec cette voix que j'ai l'impression que tu n'as jamais forcé pour impressionner. J'ai l'impression que tu as tout le temps été authentique dans tout ce que tu as fait. Est-ce que je me trompe par rapport à ça? Ben, écoute, c'est drôle parce qu'avec le recul, je me dis, tout le monde me disait ça. L'authenticité, là, c'était mon étiquette quand je suis sortie de Star Academy. Puis avec le recul, je pense que j'étais pas authentique avec moi-même. T'sais, si j'avais été authentique, là, ce que j'aurais fait, là, puis je l'ai jamais dit, mais je sais que ce que j'aurais fait, c'est un album piano-voix
avec des reprises de chansons que j'aimais parce que j'étais pas prête à ce moment-là. C'est très difficile quand t'es pas autrice, compositrice d'être une artiste chanteuse parce que c'est comme essayer, c'est comme difficile à expliquer, mais t'as pas le matériel pour dire ce que tu voudrais dire. C'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui je fais plus ça, tu sais. J'avais tellement de choses à dire, mais j'étais handicapée du crayon. J'étais pas capable de... Et puis, je sais que je cherchais à plaire, à ressembler aux artistes que j'aimais, les Ariane Moffat, Pierre Lapointe, qui sortaient toutes des écoles à cette époque-là. Ça fait longtemps, là, ça fait 20 ans. Puis, je pense que j'étais pas si authentique par rapport à la musique que moi, j'aurais voulu faire. C'est drôle, hein? Est-ce que tu le savais à ce moment-là? Ben non. C'est ça, à ce moment-là, tu n'étais pas là. Mais non, j'essayais d'être quelque chose. Tu sais, entrer dans le milieu artistique, pour moi, là, ça a été comme entrer une deuxième fois à l'école secondaire. Tu sais, l'école où tu te compares. Je revivais cette espèce de cauchemar-là parce que pour moi, l'école secondaire, ça a été vraiment le fun à partir d'un certain moment, mais super angoissant au début parce que je savais pas comment fitter dans ce monde-là. Puis quand je suis arrivée dans le milieu artistique, j'ai ressenti la même chose. On était tu sais, aujourd'hui, la Starac, c'est accepté, mais à l'époque, là, on se faisait huer à la disque, tu sais, par les Daniel Boucher, c'était vraiment compliqué à 18 ans tu mets le pied dans un nouveau monde, puis là, tu sais que t'es pas valide, tu sais, artistiquement. Oui, parce qu'à ce moment-là, on disait que c'était comme artificiel, tout ça. Hein? Oui. Vous n'étiez pas des vrais, là. C'était un peu ça. Si je résume grossièrement. On était des produits de la télévision dans un monde où la musique commençait à devenir numérique, commençait à vaciller. Fait que tout le monde avait peur, personne ne comprenait ce qui s'en venait, mais on savait que ce serait compliqué dans l'industrie. Puis là, il y avait cette grosse machine-là qui arrivait. Fait que, tu sais, c'était compliqué. Puis je suis contente que ce soit plus ça, puis je suis vraiment heureuse de voir justement une Ariane Moffat aujourd'hui qui embrasse ça, puis qui aide les jeunes. Je trouve ça bien plus beau. Mais nous, c'est pas de même qu'on l'a vécu à l'époque. Est-ce que c'est un snobisme qu'il y avait par rapport à ça? Ben, je pense que c'est comme pour moi, en tout cas, c'est comme si aujourd'hui, on est allé trop loin de l'autre côté du spectre, c'est-à-dire que, tu sais, on a comme perdu tout jugement critique face au fait de faire de la télé-réalité. C'est devenu tellement là dans notre paysage qu'on se pose même plus la question. Puis à l'époque où la télé-réalité est née, moi, c'est comme ça là, que j'ai commencé ma carrière. C'est comme si là, on était trop dans le jugement, puis tout le monde qui sortait de là. Moi, j'étais comme une des premières, je pense, à pouvoir passer les portes là, de Radio-Canada parce que quand on sortait de là, on allait chez TVA. Tu sais, c'était ça, là. C'était comme, il y avait deux écoles, là, tu sais. Aujourd'hui, c'est plus ça. Mais je trouve que, par exemple, on n'a plus de jugement critique face à tout ça. Puis, ouais. Mais c'est vrai, parce que ça, c'est ce que je m'en allais dire. J'ai l'impression que toi, tu as contribué à tisser des liens avec ce qui était extérieur à Star Academy, par exemple, avec d'autres chanteurs, d'autres chanteuses. Il y a quelque chose, je pense que tu as probablement travaillé, en tout cas réussi à amortir ce fossé-là qu'il y avait. Je me souviens très bien de cette époque-là. C'était comme ça, c'est comme facile, ils ont été créés quasiment en laboratoire. Tu sais, je veux dire, c'est comme... alors que tout le monde a bûché, tu sais, il y avait... Puis il y avait raison, tu sais, c'est juste que, mettons, bien égoïstement, quand t'as 18-19 ans, puis que t'as pas encore la confiance, puis que t'as pas encore ta personnalité artistique, moi, ça a été tough là, sur ma confiance, je te dirais. Moi, j'avais tellement confiance en moi à 17 ans, tu sais, avant de rentrer là, ça m'a cassé. Puis c'est bien correct parce que j'ai appris à travailler après. Mais c'est quelque chose que j'ai mis... Encore aujourd'hui, là, je pense que ça m'a pris comme... Puis je dis pas ça pour faire pitié, mais ça a pris des années avant que je me sente valide. Puis il a fallu que je change de métier, je pense, pour être vraiment bien, tu sais. Puis arrêter de me sentir, imposteur. Après, il y a tellement d'artistes qui se sentent imposteurs. Fait que, tu sais, c'est-tu Starac? C'est un mélange de trucs. Mais un tsunami comme ça dans une vie... c'est ça. C'est à 18 ans, c'est quelque chose, tu sais. On va apprendre à te connaître davantage. En fait, à savoir où t'en es dans ta vie à travers le jeu. Ouvre ton jeu. Est-ce que ça te tente de commencer? Oui! Donc, moi, je suis une fan de tarot, comme... Ah oui? Ah oui, j'adore. Là, je suis très excitée. Est-ce que toi, tu pourrais tirer au tarot? J'ai tellement essayé, mais je suis pas capable, mais j'ai vécu
plein... Tu sais, comme, mettons, s'il y a des expériences paranormales, là, je suis toujours preneur. Parce que j'ai une amie qui fait ça, puis chaque fois qu'elle m'appelle puis qu'elle dit, là, il y a une chamane qui vient là, du Mexique, ça te tente dessus, on fait des trucs de fou. Mais j'ai jamais été capable de tirer, tu sais. Mais j'adore oui, tu aimes l'ésotérique. Ouais. Ouais. Aimes-tu les maisons hantées? Tout ça. OK, ben on a ça en commun. Ah ouais? Ah ouais, moi, j'aime les maisons hantées. Tu sais, moi, j'ai vécu dans une maison qui avait 160 quelques années. La maison de tes beaux-parents. Exactement, de la famille à Mario. Mario, c'est mon fils, c'est la 7e génération de Dumont, en fait, quand il est né. Et on a racheté cette maison-là, puis j'espérais tellement qu'il y ait des manifestations, mais il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu, mais je me disais, il doit y avoir du monde, là, ça se peut pas, il doit y avoir des énergies, il doit y avoir quelque chose. Mais c'est pas arrivé. Il est arrivé des choses avec les enfants, mais il n'est jamais arrivé des choses à moi. Mais bon, peut-être mais il y avait quelque chose. Ben, écoute, moi, des gens qui sont venus à la maison puis ont eu peur de certaines choses. J'étais vraiment déçue de ne pas l'avoir vécu. Mais peut-être qu'il y avait... Mais tout ça, on a ça en commun. C'est bien le fun, ça. Est-ce que tu tires? Non, c'est ça. Non, je tire pas. Non. OK. Mais je tire pas, on va le dire aux 4, si je tire pas. Alors, voici le jeu. Ben, tu le connais. Oui. Mais je vais quand même te le dire. Des fois, quand on arrive ici, c'est différent. Niveau vert, c'est des questions d'ordre général. Le niveau jaune, c'est des questions d'ordre plus spécifique. Niveau rouge, c'est des questions personnelles, évidemment, mais qui s'adressent qu'à toi. Ça, c'est le niveau Patreon. C'est pour nos abonnés. C'est la question Spiceman qui est vraiment unique pour nos abonnés Patreon. Niveau Eros et compagnie, où on parle de sensualité, sexualité. La question Opto-réseau, c'est la dernière question du jeu. C'est cette question-là où je trouve que ça fait bien atterrir tout ce qu'on aura vécu ensemble pendant les minutes qui s'en viennent. Et tu as ton joker à n'importe quel moment, pendant que je te pose des sous-questions, même pendant que tu es en train de répondre. Si tu dis, moi, c'est ici que ça s'arrête pour cette réponse-là, automatiquement, je vais changer de question. Puis j'ai le droit d'utiliser une fois. Bon, je pourrais peut-être donner une permission spéciale, mais habituellement, c'est une fois. Alors, tu peux brasser sur la table, là, comme tu veux les cartes. Tu vas me donner 5 questions vertes. Je vais te les lire, Stéphanie. Tu vas en choisir une à laquelle tu devras répondre. Et moi, je vais en choisir une aussi à laquelle tu devras répondre. Parfait. Donc, voilà. Première question. Comment a évolué l'importance que tu accordes au regard des autres? Ouais. Quand je me regarde dans le miroir, je vois. Comment réagis-tu à l'autorité? Sur quel trait de caractère as-tu dû travailler et à quel endroit te sens-tu en pleine possession de tes moyens? Ah ouais, hein? Ouais. Je vais parler du regard des autres. OK. Donc, la question, c'est comment évoluer l'importance que tu accordes au regard des autres? Fait que je me lance. Tu te lances. Parfait. Tu sais quoi? Non. Je vais changer parce que j'ai l'impression d'avoir déjà répondu à ta question tout à l'heure. Sur quel trait de caractère as-tu dû travailler? Parfait. Sur quel trait de caractère j'ai dû travailler? Moi, j'étais très orgueilleuse, en fait, avant. Tu sais, je voulais tout faire, je voulais tout réussir, je voulais être partout. Tu sais, ça paraissait pas parce que des fois, j'ai l'air un peu timide, mais en studio, j'ai même un très bon ami musicien, Joseph Marchand, à un moment donné, qui m'a dit, là, si t'es capable de jouer tous les instruments, tu sais, comme... fais-le, puis je me souviens, il était comme parti, on s'était chicané, puis c'est rare, là, je me chicane pas souvent. Bref, aujourd'hui, je pense que je sais que pour faire des belles choses, il faut que je m'entoure de gens qui ont plus de talent que moi. C'est quelque chose que même que Yann Englund m'a souvent dit. Moi, je m'entoure de monde qui sont meilleurs que moi, puis j'ai envie de ça pour les prochaines années, tu sais. Fait que laisser faire l'orgueil. Puis ça, c'est aussi quelque chose que France Baudouin m'a montré. L'idée, la meilleure idée, on s'en fout, elle vient de qui? Tu sais, on est en équipe, il n'y a rien de tout ce qu'on fait qu'on va faire tout seul. Pas dans ce milieu-là, en tout cas. Fait que... Tu viens de parler de France Baudouin. Oui. J'aimerais ça que tu la situes dans ta vie, France. France. Moi, je me suis séparée il y a un petit peu plus que 10 ans. J'avais une petite fille de 2 ans et demi à l'époque, puis j'amorçais une tournée de musique, 3e disque, là, l'industrie de la musique, ça faisait long. J'avais moins de sous, c'était compliqué. Puis, je me rappelle que j'avais appelé ma compagnie disque, puis j'ai dit, je me sépare de mon chum. Je suis complètement perdue, puis je pense qu'il faut que j'arrête de faire de la musique, tu sais. Puis,
Je me rappelle, il disait, mais on a une tournée, qu'est-ce que tu vas... Non, tu sais, fais pas ça, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, je sais pas, je pense qu'il faut que je travaille pour vrai, puis que je gagne ma vie, puis que je me sente en sécurité là, parce que à côté, il y a, comme toutes les fondations de ma vie viennent de s'effondrer, faut que j'ai quelque chose de solide, tu sais. Je savais pas tout ce que j'allais faire, mais j'ai tiré la plug sur tout ce qu'il y avait. Je me suis acheté un appartement, vraiment tout petit, quelque chose que je me dis, au moins, je vais avoir ça dans la vie, tu sais. Vendu la maison avec mon ex, puis je savais pas quoi faire. Puis j'ai entendu parler de Pamplemousse Média, qui est la boîte de France. Et là, ils cherchaient des journalistes pour l'émission Ban Public. Je sais pas si tu la connais, qui était animée par Guylaine. Tremblay, ben oui. Puis je savais que j'avais pas du tout... tu sais, moi, j'avais fait du reportage, j'avais fait des trucs pour Radio-Canada, mais j'avais pas non plus le métier pour être recherchiste. Et là, je suis allée la voir dans le bureau, puis j'ai dit, tu sais, elle m'a reçue, puis j'ai dit, tu sais, France, je le sais que j'ai pas le CV des autres personnes qui sont venues travailler pour toi, mais je te jure, si tu m'engages, je vais être la plus travaillante de toutes les personnes qui vont passer dans ce bureau-là. Je te décevrai pas. Tu sais, j'avais tellement besoin de la job. Puis elle m'a rappelé, puis elle a dit, garde, je te donne un reportage à l'essai, puis si on est content, on te garde. Puis ça a été une histoire qui a duré... je suis restée jusqu'à temps que l'émission parte de Télé-Québec. Puis à la fin, je réalisais. J'étais la plus vieille de l'équipe. J'ai jamais quitté le bateau. C'était ma famille. France m'a donné la chance de... Puis je sais que je lui ai jamais dit, mais je l'ai dit souvent en entrevue, fait qu'elle doit l'avoir entendu, mais elle m'a donné la chance de retomber sur mes pattes. D'avoir de l'argent pour élever ma fille, d'avoir confiance en moi, d'être stimulée intellectuellement. Cette femme-là m'a fait le plus beau cadeau. Puis aujourd'hui, je suis scénariste, là, mais l'aventure Pamplemousse, pour moi, avec France, ça a été une espèce de pause là, qui a fait « OK, tu peux faire des lunchs à ta fille, tu rentres à 5 heures le soir, t'es correct. » Puis en parallèle, j'écrivais des romans le soir, tu sais, parce que j'aimais encore ça être une artiste. Puis j'ai fait ça, puis ça a décollé, mais c'est en France, là. Puis l'émission Ban Public, qui était axée sur l'humain. Ouais. C'est ça aussi, ça permet de se déposer, d'entendre d'autres histoires, de réaliser à quel point la vie est pas simple. Ouais, c'est drôle que tu dises ça parce que je l'avais jamais vu sous cet angle-là, mais c'est vrai que, tu sais, je pouvais juste être remplie de gratitude, même si moi, ma vie, c'est dur, hein, se séparer. Bon, pour moi, ça a été dur, en tout cas. Ça a été je pense que c'est difficile pour tout le monde quand tu as un jeune enfant, en oui, plus. Parce que ça arrive à tellement de monde qu'on le banalise, mais quand c'est ta vie, c'est vraiment, vraiment difficile. Parce que là, c'est un déménagement. L'insécurité. Tu perds tes repères, en fait. Oui, l'insécurité, pour moi, en tout cas, financière. Tu sais, j'étais avec un gars qui, tu sais, j'avais beau des fois pas faire des belles années salariales, lui était toujours là. Puis là, c'était de dire, advienne que pourra, je vais m'arranger, tu sais. Je vais être correct. Et ça venait de toi, cette décision-là? Ouais. Ben ouais. Puis, mais c'est pas plus facile des fois quand c'est toi qui décides de quitter le... Non, navire, absolument. Puis surtout de te lancer dans le vide comme tu l'as fait. Oui, effectivement. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que de travailler sur des reportages comme ceux-là où, justement, on recevait chaque semaine des gens qui avaient des histoires, des fois belles, mais souvent assez rough, tu sais. Ça faisait qu'en effet, comme tu as dit, je pense que ça m'a beaucoup nourri. Puis, ça a été extraordinaire. Et ça t'a amené à la réalisation. Oui. T'écrivais. Donc, toute ta créativité s'est installée, puis t'as pu rebondir de ça. Oui. Mais ce que t'as fait, je trouve ça vraiment important de le souligner, Stéphanie. Tu es allée la rencontrer et tu l'as convaincue de t'engager. Et souvent, on attend que ces choses-là arrivent. Ouais. Surtout là, t'es connue, t'es une personnalité publique, t'es une chanteuse qui fait des spectacles. T'aurais pu attendre chez toi et non. Ouais. Et ça, je trouve que c'est un geste courageux que t'as fait. Même si on sait à quel point France a beaucoup d'humanité, mais reste que toi, t'as dû te montrer vulnérable aussi devant elle à ce moment-là. Oui. Pour dire, j'ai besoin de ça. Oui, mais c'est correct, la vulnérabilité. Oui. Moi, c'est pas quelque chose avec lequel j'ai bien de la difficulté de dire je me suis trompée. Je pense que c'est le meilleur canal pour se faire pardonner, pour grandir. C'est pas tout le temps facile, mais je dis ça, là. Puis en même temps, quand j'étais chanteuse puis ça marchait plus mes affaires, là, je le disais à personne. Tu sais,
Ah, ça, j'ai jamais dit ça, mais c'est pas grave. On est dans ce contexte-là. Écoute pas. Tu sais, Félix Leclerc disait la meilleure façon de tuer un homme, c'est de le payer sans travailler. Puis c'est exactement ça que j'ai vécu, c'est-à-dire que, tu sais, je faisais des émissions de télé, les gens pensaient que ça allait pas du tout parce que, tu sais, j'avais pas assez de show, j'étais plus vraiment comédienne. Fait que, tu sais, j'avais 28 ans, puis mes semaines étaient remplies de rien. Puis ça, je sais qu'il y a plein d'artistes qui le vivent. Tu sais, tu peux avoir un tournage d'un film là, en automne, puis passer 6 mois après, où, je veux dire, tu regardes le cadran passer dans la journée, puis avant d'avoir l'écriture dans ma vie, on s'en parlera tantôt, mais j'attendais que les choses viennent à moi, tu sais. Puis les journées pouvaient être vraiment longues. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment tough, tu sais. Je me rappelle une fois, là, je pense que je savais pas où aller. J'ai pris mon char, puis je suis juste partie pour sortir de la maison. Puis là, je me trouvais tellement loser. Je me disais, là, on est mardi après-midi. Puis je me suis ramassée dans un ranch, puis j'étais allée faire de l'équitation. T'sais. Puis là, je me disais, qu'est-ce que je fais? T'sais? Pendant que toutes mes amies sont en train de voir leur carrière se déployer, moi, le meilleur serait derrière moi à 28 ans. 20... Fait que ça, Fait que pour en revenir à France, oui, j'ai eu le guts d'aller m'asseoir à sa table puis demander du travail, mais je pense que j'ai eu des années où j'en pouvais plus là, de servir à rien aussi. T'sais. C'est ça, donc l'urgence a monté. Oui. Tu as laissé cette urgence-là monter. Puis à un moment donné aussi, tu t'es retrouvée seule. Seule, ça change la donne aussi. Oui. Seule face à ton destin avec une petite fille qui avait 2 ans et demi. Oui. Donc, moi, je trouve que la vulnérabilité, des fois, ça demande du courage pour l'assumer aussi, pour le montrer. Donc, pour revenir à cette question-là, tu as compris aussi que être entourée et pas tout faire toute seule, mais de s'entourer des personnes qui sont capables de faire ce qu'on n'est pas capable de faire, ça facilite aussi la vie. Ah, absolument. Puis être fin avec le monde, puis j'ai toujours, je pense, ça n'a jamais été un problème, mais c'est quelque chose que je sais aujourd'hui, il reste peu de tout ce qu'on fait, l'entrevue qu'on va faire aujourd'hui, ou le film que j'ai fait il y a 10 ans, ou la série sur laquelle je travaille. C'est du consommable, c'est beau, mais ce qui reste, c'est la conversation qu'on a eue avant que le micro s'allume. C'est aussi, c'est quelque chose que je commence à percevoir de notre milieu, puis que je trouve important, les relations qu'on a avec le monde, puis ce qui se passe quand les caméras sont fermées, Mais oui. C'est des liens qu'on tisse. Oui. La question que je vais choisir. Yes. Attends, là, je me les mets à l'envers, ça va pas bien. Quand je me regarde dans le miroir, je vois. C'est tough, ça. Drôle, dure question. Tu sais, un oignon, il y a beaucoup, beaucoup de couches, là. Moi, je pense qu'il y a de ça, tu sais. Il y a des choses que j'aime mieux de moi. Tout ce dont on vient de se parler, je suis fière de ça, tu sais. Je suis très fière professionnellement du chemin que j'ai parcouru parce que je le sais que j'ai eu beaucoup de chance, mais je sais que j'ai vraiment travaillé fort, tu sais, pour que les trucs roulent aujourd'hui. Mais je vois aussi une fille un peu brûlée, un peu fatiguée. Tu sais, j'ai beaucoup d'enfants, la famille. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent, qui vont se reconnaître aussi. Je trouve qu'on vit à 200 à l'heure. Fait que des fois, je suis à un moment de ma vie où c'est drôle parce que là, ça fait 10 ans là, que je roule, là, puis que je travaille, puis je fais tout pour que ça marche. Puis là, je suis en train de récolter un peu le fruit de ça, puis il y a comme des points d'interrogation qui font comme « Mais pourquoi? » C'est pourquoi tout ça? Pourquoi aller aussi vite? Puis là, mes enfants grandissent, puis je me questionne. Fait que je vois beaucoup de fierté, puis plein des questionnements existentiels. Pour décortiquer ce que tu viens de dire un peu, t'as dit « j'ai beaucoup d'enfants » parce que t'es aussi chez toi dans une famille reconstituée. Oui. Donc, t'as une fille, Marguerite, t'as un garçon, c'est quoi son prénom? Jules. Qui est le garçon de mon chum. Et lui a 2 enfants. C'est-à-dire, je recommence. OK. J'ai Marguerite, que j'ai eue de ma première union. Ensuite, j'ai Benjamin, avec qui je suis depuis une dizaine d'années, qui lui avait 2 enfants.
Puis, on a eu une petite fille ensemble qui s'appelle Sam, qui a 5 ans. Fait qu'on OK, a comme parfait. 4 enfants. Ah oui, c'est ça, tu as 2 filles. Oui, parfait. C'est ça, moi, j'ai 2 filles. Oui, parfait. Ouais. Mais on en élève 4. Puis ils ont entre quel âge et quel âge? Entre 5, 12, 16. OK. Fait qu'on a un bel éventail là, de... Ouais, la petite enfance, l'adolescence, début de l'âge adulte, on a tout ça, nous autres, là, all the rest. OK, je comprends que chez vous, c'est dynamique, là, ça bouge. Ça se passe, là. Ouais, il n'y a pas de temps mort chez nous. Ouais, OK. mais c'est le fun, tu sais, c'est comme... Mais oui, il n'y a pas de temps mort. Et professionnellement, bon, là, tu as sorti il y a quelques mois le film Fanny. Oui. Les livres qui sont un succès incroyable. En fait, ça sort c'est la suite d'un livre, hein? Oui. Et ça, c'est ça qui t'a épuisé aussi au fil du temps, d'écrire autant, de travail? Je suis pas épuisée. C'est plus je pense que c'est plus la combinaison travail, famille. Ça veut dire que t'as pas le temps de respirer. C'est plus ça, c'est pas de l'épuisement. Je suis comme Ariane Moffat, là. Je veux tout de suite et maintenant. C'est ça. Ah oui, je comprends. Ouais, et qu'est-ce qui te manque? Du temps avec mon chum. C'est ça qui me manque. Du temps avec moi-même. Ouais. Du temps avec moi-même. Puis en même temps, je te dis ça, puis je pourrais le faire. Hey, ce projet-là, tu sais quoi, je le prendrai pas, puis je vais aller me reposer. Mais c'est un milieu où quand on te donne des choses, tu prends tout. C'est pas pour rien qu'il y a plein de monde qui font des burn-out. C'est parce que, tu sais, on a peur d'en manquer. Fait que quand le téléphone sonne, là, c'est rare que je dis non. C'est parce qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Hein? Tu sais, si on nous disait, regarde, tu n'auras pas de projet pendant 3 mois, puis ça va revenir, tu sais, tu vas avoir d'autres choses après, on en profiterait. Mais il faut que les gens le comprennent. Quand tu es à contrat, tu sais jamais s'il y aura un autre contrat. Fait que tu as raison. C'est sûr que c'est une raison pourquoi les gens, des fois, sont... Puis tout est le fun, tout est beau. Il y a toujours... tu sais, la semaine dernière, il y a même un téléphone encore qui a sonné. Puis je disais, j'ai pas le temps. Puis j'ai fait, OK, je vais le trouver le temps. Mais tu sais, tu peux faire ça pendant un certain temps, mais à un moment donné... c'est sûr qu'il y a quelque chose qui écope. Puis, tu sais, si c'est pas la famille, moi, ça sera jamais la famille qui va écoper. Tu sais, c'est vraiment important pour moi de réussir ça. Ça sera pas parfait, mais tu sais, je veux être là pour eux. Ça sera pas le travail. Fait que là, je me dis, bon, où est-ce qu'on va couper? Tu sais, parce qu'il y a quand même 24 heures dans une journée. Parce que quand tu regardes dans le miroir, c'est ça aussi que tu vois, ce côté-là de toi qui est un peu submergé par un quotidien... très occupée. C'est ça. Mais c'est beau, là. C'est pas... Tu sais, on parlait tantôt de la période où j'étais pas très occupée. Mon ancien chum m'avait amenée au Portugal parce que j'avais pas d'argent pour voyager au Portugal. Fait que c'est lui qui m'avait amenée. Je trouve ça épouvantable encore aujourd'hui d'imaginer ça, tout ça. Mais bref, on se retrouve dans une église. On parlait d'être un peu ésotérique. Vieille église. Puis là, il y a une touriste qui me dit, de la ville, tu sais, une madame de la ville, elle me dit, si vous faites un vœu, toute seule dans cette église-là, il va se réaliser. Puis elle s'en va. Là, je fais, pourquoi qu'elle me dit ça à moi? Elle me connaît pas, mais je fais, OK, d'accord. Je m'en vais dans l'église. Je dis à mon chum, reste dehors, apparemment qu'il faut que je sois toute seule. Puis je me suis mise comme ça devant le truc. Puis j'étais comme Julia Roberts dans Eat, Pray, Love, là, tu sais, quand elle pleure, puis elle prie, là. Bon, puis là, je dis, je fais un vœu. J'espère être tellement occupée, là, que ça rentrera plus là, dans mon agenda, là, tout ce que j'ai à faire. Là. C'est mon seul souhait. Merci, bonsoir. Je suis partie de l'église, puis je pensais que ça n'arriverait jamais, tu sais. Puis c'est arrivé. Tu sais, en ce moment, je suis tellement occupée qu'écoute, il n'y a plus de place pour rien. Puis en même temps, à chaque fois que je me dis hey, je suis fatiguée, je repense à ce moment-là dans ma petite église, à genoux, à faire ce souhait-là. Puis je dis, ben c'est ça, tu l'as souhaité, travaille à cette heure. Mais tu as du plaisir dans ça. J'ai vraiment du plaisir. C'est ça, c'est juste que quand on additionne tout ça, à un moment donné, il y a moins d'oxygène disponible. C'est ça qui arrive. Le niveau jaune. Oui. Alors, tu vas m'en donner 4, s'il te plaît. OK. Et là, c'est la même chose. Tu vas en choisir un, je vais en choisir un. Parfait. Celle-là. Voilà. Celle-là, on les discarte. On les discarte, exactement. Mais tu repars avec le jeu, donc tu pourras le faire à la maison. Quel est le plus grand défi que tu as eu à surmonter dans ta vie? Quel type d'amoureuse es-tu? Qu'est-ce que la popularité t'a apporté? Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? C'est dur, ces questions-là. Oui. Wow. OK. Je peux répondre à tout ça, mais je sais pas qu'est-ce que ça va être les dommages collatéraux après. OK.
Qu'est-ce que la... Quel type d'amoureuse es-tu? Quel type d'amoureuse es-tu, Stéphanie? Mm-hmm. Je suis... Non, je peux pas répondre à ça, ça n'a pas de bon sens. On va faire du montage, là. Faut que je prenne un beat pour réfléchir, là. Quel est le plus grand défi que tu as eu à surmonter dans ta vie? Je vais y aller comme ça. Je vais parler de... Est-ce que tu veux un défi physique ou tu veux un défi... Je vais y aller en 3 volets à la Guy Lepage. Ben, écoute, vas-y comme tu le sens. C'est ton jeu, c'est tes réponses. Le plus beau et physique défi que j'ai eu à remporter, ça va toujours être d'avoir monté le Kilimandjaro, qui est une montagne le plus haut sommet d'Afrique. Je suis partie là, j'étais dans un souper avec des amis, puis il y avait une gang d'alpinistes qui partaient, tu sais. Genre, dans 1 mois, moi, j'étais en tournage pour le film Aurore à l'époque. Je sais pas si tu te rappelles de ce film-là. Oui, parce que tu faisais la jeune maman, c'est ça? Je faisais la jeune maman, puis ça, c'était extraordinaire. Mais moi, je dis, ben oui, moi, je vais y aller avec vous autres. Tu sais, ils étaient contents parce que ça leur ferait un peu d'exposure. On ramassait des sous pour une cause. Et je me rappelle d'être arrivée là-bas puis d'avoir fait « Mais quelle idée de merde! Pourquoi je suis ici, moi, aujourd'hui? » Mais je l'ai fait parce que j'étais têtue puis je voulais le voir, moi, le sommet. Puis ça a été extraordinaire. Puis 20 ans plus tard, j'ai encore mal aux hanches quand je marche trop. Ça m'a comme brisé les jambes, cette affaire-là, mais c'était tellement beau. Qu'est-ce que tu as vécu dans l'ascension? Ah, mon Dieu, ça a été... la nature, là, de voir des paysages comme ceux-là. Tu sais, j'ai voyagé beaucoup dans ma vie, là, mais de la plénitude de rien voir de l'horizon. C'est grandiose, là, la Terre. Puis, je te jure, je m'étais juré, je reviens plus jamais ici de ma vie, mais c'est fini, après tu reviens plus. Puis aujourd'hui, tu me dirais, hey, on part-tu? Puis je te dirais, OK, parce que je veux revoir ces paysages-là. Tu referais l'ascension du Kilimandjaro? Peut-être d'une autre montagne parce que j'aime pas beaucoup faire les choses 2 fois. OK. Quand quelque chose est fait. Tu t'ennuies quand tu le fais 2 fois? Ouais. OK. Ouais, quand quelque chose est fait, c'est fait. Mais j'aimerais revoir ces paysages-là, prendre le temps d'être avec d'autres humains. C'est ça aussi, monter une montagne, tu sais. T'as rien à faire. Tu marches, puis t'arrives là. Fait que ça, c'est... Pour le cerveau, c'est super. Donc, t'as connecté avec les alpinistes avec qui t'as monté, là. Puis avec toi, avec toi-même, arrêter le temps. Moi, c'est ça, là. Quand j'ai fait ce voyage-là, il n'y avait pas d'affaire de « on va-tu à la boutique là, on mange-tu cette affaire-là ». C'était juste « avance ». Voilà. Puis ça, là, c'est magnifique. Ouais, il n'y a plus de charge mentale, il n'y a plus rien. Il y a toi, c'est ça. C'est toi face à toi. Et toi face à toi. La montagne, souvent, c'est ce que les gens vont dire, hein, ceux qui font plusieurs montagnes dans leur vie, c'est je me retrouve face à moi-même avec des défis, avec des enjeux qui les font grandir. Oui. Et qui souvent apportent la douleur, effectivement. Ça fait un peu partie de l'aventure aussi. Tu sais, quand tu vas très haut, le manque d'oxygène, tu sais, il y a beaucoup de choses qui demandent une concentration. Tu n'as pas le temps de penser à autre chose qu'à ton état. Non, exact. Moi, je me rappelle que sur la montagne, à un moment donné, il y avait une fille qui parlait beaucoup, puis j'étais comme tannée. J'avais comme le goût de rien, tu sais, de juste... Fait que j'avais fait un peu exprès pour la semer, puis j'écoutais de la musique dans mes oreilles, puis quand j'ai levé les yeux, j'étais tellement dans ma tête que quand je me suis retournée, j'étais toute seule. Mais toute seule, comme avec un paysage. Là, il n'y avait plus d'arbres, c'était comme on était avant l'arrivée de la neige, mais c'était vraiment désertique comme lieu, puis ce qui était fréquent, c'est que je voyais bien qu'à l'horizon, je voyais plus le groupe, tu sais. Puis là, je me suis dit, calme-toi, tu vas les retrouver. Fais juste comme monter, mais j'avais peur de me perdre, tu sais. Puis je les ai retrouvés des heures plus tard, puis j'étais en crise d'anxiété, tu sais. Je les ai retrouvés, mais j'ai vraiment eu la peur de ma vie, tu sais. Mais aujourd'hui, je raconte cette histoire-là, puis c'est tellement un beau moment au final, parce que tu t'en sors, puis t'es fière de toi après, tu sais. Ça t'a pris combien de temps à monter le Kilimandjaro? C'est un genre de 10 jours, là, pas de douche. Mais tu verras jamais d'aussi belles étoiles. C'est extraordinaire. Je pensais pas que le ciel pouvait être étoilé à ce point-là. T'sais. C'est rien là, comparé à quand tu vas dans les Laurentides là, la nuit puis tu fais « Oh wow, c'est beau. » là. Non, c'est comme ça fait mal aux yeux tellement c'est beau. Là.
Tu sais, il y a souvent l'image, il y a plein de coachs de vie ou de gens qui vont toujours donner l'image de l'ascension d'une montagne où c'est l'ascension vers toi-même. Ouais. Tu sais, c'est que tu l'as senti, ça, cette relation-là. Oui, parce que tu le fais pas pour personne d'autre. En tout cas, pas dans mon cas. Moi, je m'en foutais là, de dire hey, la gang, j'ai pas réussi, mais c'est vraiment toi face à toi. Puis c'est vraiment l'expression, tu sais, je dis souvent ça à ma fille, c'est vraiment quelque chose qui me sert dans ma vie, mais tu sais, quand t'as beaucoup de dossiers puis tu sais pas trop comment y arriver, t'as beau là, regarder ça puis tourner la tête dans tous les sens, la seule façon d'y arriver, c'est faire je vais mettre un pied devant l'autre, hein, puis je vais régler ce problème-là, puis après, je ferai ça. Puis monter une montagne, c'est exactement ça. C'est comme si tu regardes le sommet, c'est sûr que tu te décourages, mais si tu regardes en avant de toi, puis tu fais un pas à la fois, tu sais, c'est comme ça que tu y arrives, tu sais. Fait que c'est une grande leçon de vie. Quand même. Donc, si on t'appelait pour gravir une autre montagne, tu pourrais dire oui. Ah ben moi, si j'avais une cause à endosser, je t'appellerais. Appelle-moi. Appelle-moi. C'est vraiment... Je sais pas si mon chum va être contente, mais moi, je vais partir. Ben, écoute, j'aimerais quand t'es prête à le faire, tu l'as vécu. Ah, j'aimerais ça. Bon, là, veux-tu qu'on pige dans d'autres questions? Parce que tantôt, es-tu à l'aise que je t'en pose une de celles qui restent? Oui, vas-y. OK, j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? Ah ouais, hein? OK. Ben, tu sais, quand on crée des œuvres, souvent, on ne sait pas pourquoi on le fait. En tout cas, moi, je dis souvent que mes livres ou le film que j'ai fait m'ont joué des tours parce que je racontais une histoire, puis tout le monde te demande après, mais pourquoi tu as écrit ça? Tu sais, Fanny, c'est l'histoire d'un père qui va avoir caché à sa fille un secret de famille pour la protéger, tu sais. Puis je sais qu'il y a un vide dans cette relation-là qui va être à réparer. Puis c'est pas mal toujours cette histoire-là, moi, que je raconte dans mes livres, dans les séries que je suis en train de préparer. Parce que je pense que j'ai eu des super bons parents qui m'ont donné probablement beaucoup plus que ce qu'ils ont reçu. Mais tu sais, qui ont travaillé beaucoup. Puis à un moment donné, je pense que quand j'ai eu c'est vraiment difficile de répondre à ça parce que t'imagines les gens qui écoutent de l'autre côté, mais je pense qu'à un moment donné, j'aurais eu besoin qu'ils soient un petit peu plus là. T'sais, notamment quand j'ai fait Star Academy, j'aurais eu besoin de guides. J'aurais eu besoin de monde qui font comme regarde cet angle mort-là, regarde. Puis des fois, je sais que c'est ça, mais après, tu sais, je suis maman, puis je sais à quel point c'est dur d'être le parent idéal. Puis tu vois, avec mes enfants, ben j'essaie de réparer des choses que moi, j'ai peut-être pas eu comme j'aurais voulu avoir. Tu sais, le contact, la chaleur des fois, la discussion. Mais je suis sûre que je suis bien trop intense à cause de ça. Tu sais, ma fille me le dit des fois, elle est comme, mais décolle, tu sais. Comme laisse-moi... Mais je veux tellement, tu sais, être là, puis... Mais il y a quelque chose de thérapeutique pour toi aussi. Tu sais, quand on réalise qu'on aurait voulu avoir pour combler ses besoins à soi, qui ne sont pas nécessairement les besoins des parents, mais qui sont tes besoins à toi. Moi, je trouve que quand on a des enfants, par rapport à cette relation-là, il y a comme quelque chose d'exutoire, il y a quelque chose de thérapeutique à donner ce qu'on aurait voulu avoir. C'est sûr. Mais ça fait qu'on... Sauf que ton enfant n'a peut-être pas besoin, c'est ça. Il en a pas besoin ou tu y en donnes trop. Oui, c'est ça. Mais c'est correct, je pense que le but, c'est de s'améliorer. Mais tu sais, ouais, c'est ça. Puis c'est difficile aussi. Je suis comme à une place dans ma vie où j'ai pas tant le goût de faire des reproches. J'ai déjà été là, tu sais, de faire, tu sais, voyons ça, j'aurais voulu recevoir ça. Là, tu sais, mon père souffre d'Alzheimer en ce moment, puis... ouais, tu sais, comme cette semaine, il m'a oubliée. Ça a été comme la première fois. Tu sais, il y a toujours ce moment-là là, où il dit toi, t'es qui, toi, en fait? Tu sais, puis ça a été... Puis c'est ça, tu sais, ça fait que je me dis... J'ai de la difficulté, des fois, à être là parce qu'il y a des choses... peut-être des regrets ou des conversations qu'on n'a pas eues, qu'on aurait peut-être dû avoir. Puis là, ben, c'est devenu une personne malade, puis on doit prendre soin de lui. Mais moi, j'ai encore des fois
pas des griefs, là, mais tu sais, des choses qui sont pas nécessairement réparées. Fait que c'est compliqué, là, la famille. C'est pas... Mais parce que ça nous suit toute notre vie. On peut jamais fuir la famille. Mm. On peut se faire à croire qu'on fuit la famille. Mais même quand on se fait à croire qu'on la fuit, elle est en dedans de Et nous. là. On pense à notre fuite. Tu sais, Ouais. notre fuite ne nous quitte pas. Tu sais, Exact. c'est comme si la famille nous force à plusieurs moments à faire face. Et on n'est pas toujours armé pour ça. Tu sais, on Non, n'est pas c'est toujours ça. prêt à faire face. Ça nous rend très vulnérables, moi, je trouve, la famille. C'est quand on creuse dans les familles, on arrive vite à des fois à des portes fermées aussi. Oui, puis à la conclusion que, tu sais, il n'y en a pas une famille qui est parfaite ou qui réussit. Je pense que c'est comme impossible de... Tu sais, je pense qu'il faut aussi voir ce qu'on a reçu. J'ai lu Rue du Plessis cet été de Jean-Philippe Plot, puis j'ai été très... Il y a une phrase qui m'a vraiment touchée parce qu'il fait une rétrospective, lui, de son enfance, puis tout ça, puis ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. Mais à un moment donné, il dit, après, tu sais, il faut pas non plus que qu'on excuse tous nos vices à cause de ce qu'on a soi-disant pas reçu de nos parents, tu sais. Puis ça, je suis là-dessus en ce moment, tu sais. J'essaie de faire... Tout n'appartient pas à mon père ou à ma mère, tu sais. Tout ce qui va mal dans ma vie ou les petits trous dans mon cœur, tu sais. Puis j'essaie aussi de me rappeler des choses que j'ai reçues parce qu'elles sont beaucoup plus nombreuses, tu sais. Mais quand tu as tes propres enfants, là, puis que tu deviens parent, je pense, moi, il y a 10 ans, c'est sûr que là, tu fais... OK, moi, ça, je vais faire ça comme ça. Moi, ça sera pas ça. Tu sais, c'est comme si tu redessines l'enfance parfaite que tu aurais voulu avoir à travers ton parent, à travers ton enfant plutôt. Fait que... Puis tu te rends compte que c'est pas si facile que ça. Hein? Hey, c'est pas facile. Tu sais, c'est pas Non. facile d'être seul avec nous-mêmes. Tu sais, la petite voix intérieure qui dit, bon Dieu, c'est pas ça que tu aurais dû faire. Tu sais, c'est cette petite voix-là, des fois, qui devient notre propre saboteur pour plusieurs. Ouais. Fait qu'imagine quand t'es un parent, t'as un autre parent avec toi. Il y a déjà 2 parents qui doivent s'entendre sur comment on éduque, comment on parle, à un enfant qui, lui, a aussi sa personnalité, tu sais, qui va grandir. Quand on pense à toutes les couches de complexité, la parentalité, Ouais. puis en plus, on a, tu sais, comme parents, on a nos carences, on a aussi des choses qu'on n'a pas reçues. C'est complexe. Ouais. Et tu sais, mon Dieu, je parle beaucoup, je trouve, tu peux me dire de me Mais taire. t'as raison. Mais non, mais t'as raison. ça me fait, ce sujet-là, je le trouve fondateur dans nos vies. Tu sais, c'est pas... Tout part de là. C'est ça. C'est capoté à quel point tout ce qu'on est, le plus beau, le plus laid, puis qu'on veuille ou non ressembler à nos parents, ils sont là, tu sais, en dedans de nous, tu sais. Des fois, on ressemble de plus en plus en vieillissant. Ah, mon Dieu, tellement. Là, on dirait que c'est pas ça que je voulais, puis là, c'est là que je m'en vais. C'est là. Puis tu sais, le proverbe « Je ne peux pas donner ce que j'ai pas reçu Ouais. », moi, je l'ai entendu souvent dans Oui. ma vie par plusieurs membres de ma famille. Et j'étais jeune, là, puis ça me chicotait, cette Oui, affaire-là. moi aussi, je comprends. Puis là, je me disais, OK, ça veut dire qu'on n'évoluera jamais. Mm. Si on n'est jamais capable de donner ce qu'on n'a pas eu, ça veut dire, OK, si tout le monde est de même dans la famille, il y a un moment donné, j'ai rapidement compris qu'il faut aller chercher de l'aide. Ou il faut lire, ou il faut parler, mais ce qu'on n'a pas eu, si on est capable de dire, moi, c'est ça qui m'a manqué, ben OK, mais on est aussi responsable de notre vie. Oui, puis je crois qu'on a aussi des modèles autour de nous, tu sais. Oui. Moi, je dis souvent ça à ma fille, tu sais, je prends souvent France Baudouin en exemple. J'ai aussi une grande, grande amie que j'adore, qui est dans notre vie, qui s'appelle Virginie, puis je pense qu'il y a nos parents, mais il y a les modèles qui sont sur notre route, tu sais. Il y a des gens, moi, dans ma vie, je pourrais te les pointer, là, de faire... Je sais que quand j'étais petite, je voyais cette madame-là parler avec son enfant, puis j'ai appris de ça, même si c'était... 2 ans dans ma vie. Tu sais, moi, j'étais très observatrice, là, je me rappelle, puis je le sais, des fois, je me vois aller avec ma fille, je le sais d'où ça vient, cette façon-là de, je sais pas, de prendre soin, de m'inquiéter, Fait que oui, tu sais, je pense pas que parce qu'on n'a pas reçu quelque chose, on peut pas le donner. Je suis vraiment pas cynique à ce niveau-là. Oui, puis quand on arrive à identifier ce qu'on n'a pas reçu, ça facilite aussi les choses. Oui. Pour trouver comment combler ça. Oui. Et puis, tu as dit quelque chose aussi, tu sais, ton père a la maladie d'Alzheimer. Oui. C'est la première fois qu'il te reconnaît pas. Oui. C'est comme un scénario que tout le monde a peur. Hein, que ça arrive déjà d'apprendre que son parent a l'Alzheimer. Après ça, de dire, ce sera quel jour Oui. qu'il me reconnaîtra plus.
Ouais. Ça, j'imagine que c'était quand même c'est angoissant à vivre aussi. Ben, cette maladie-là, écoute, c'est pas joyeux, là. Je sais pas si on ouvre cette parenthèse-là, mais tu sais, moi, tu dirais ton pire ennemi, comme, fais-y ça, là. C'est la pire maladie, je pense, là. Tu sais, j'aurais vraiment préféré... Je me rappelle quand mon père a eu son scan du cerveau, parce que, tu sais, au début, moi, mon père, c'était un homme, tu sais, qui était très artistique, puis il avait beau, c'était un chef d'entreprise, sauf que mettons, là, il faisait des gâteaux, il en faisait pas un, il en faisait 20. Puis si c'était Noël, là, il décorait, là, c'était comme le magasin de jouets Dunkin's, là, chez nous. C'était extraordinaire. Tout était grandiose par rapport à ce côté-là de mon père qui s'exprimait dans son art. Puis on a su que quelque chose clochait parce que ma mère est née sa fête est en octobre. Puis ça a été ça l'élément déclencheur, c'est que j'avais fait livrer un cadeau pour ma mère chez lui. C'était post-pandémie. Puis il l'a oublié il a oublié de l'emballer, il a donné de même dans une boîte, tu sais. Puis là, c'était comme... Là, j'ai appelé mon frère, j'ai fait « Papa, il a pas emballé le cadeau, ça se peut pas. » Puis c'est parti comme ça, tu sais. On n'y croyait pas au début, mais on a appris ça, puis ça a dégénéré très, très, très rapidement et tout ça. Puis ouais, non, en fin de semaine, ça a été l'espèce de petit coup de massue, mais tu sais, moi, c'est plus pour ma mère là, que je trouve ça épouvantable. C'est les proches aidants autour qui souffrent le plus, je pense. Là. Ben, c'est ça. Puis eux, ils ont besoin d'aide. Ouais. Tu sais, souvent, ils ont peur de demander de l'aide parce que comme sont la personne aidante, c'est comme une faiblesse quasiment de demander de l'aide alors qu'ils en ont vraiment besoin. Exact. Puis ils vivent ce qu'on appelle le deuil blanc. Je vis ce qu'on appelle le deuil blanc. C'est que, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est que c'est ça que je disais à mon chum en fin de semaine. J'ai dit... Je le pleurerai pas, mon père, parce que ça fait 4 ans que je le pleure. T'sais, à chaque fois qu'il arrive quelque chose comme en fin de semaine, j'ai pleuré en fin de semaine quand il m'a pas reconnue. C'est une forme de deuil. Mais quand il a demandé l'aide médicale à mourir, anticipée, il va être un des premiers au Québec à recevoir ce soin-là si jamais les choses se passent bien. Mais quand ça va arriver, ça va pas être nécessairement triste parce que moi, je trouve qu'il y a tellement de souffrance comme à plein niveau, même pour lui en ce moment, que je lui souhaite pas ça. Là. C'est presque une libération. Je pense que oui. De ça. Mais comme tu dis, ça fait 4 ans que tu le pleures. Oui. Parce que c'est comme une petite mort, hein, mais en fait, des petites morts à chaque jour. Et le fait de... Tu dis, j'ai encore des choses que j'ai pas pu lui dire. Oui. Ça, est-ce que c'est aussi comme une leçon de vie de dire je dois dire les choses au moment où j'ai envie de les dire? Parce que ça me fait réfléchir ce que tu dis honnêtement, personnellement. Tu sais, des affaires qui sont pas dites, c'est vrai que qu'est-ce qu'on attend des fois pour nommer? Oui, mais je peux te pointer des moments où j'ai fait OK, je vais m'asseoir avec mon père puis je vais y dire, tu sais, quand il était en forme, là, tu sais. Mais ça m'angoissait trop, ça servait à rien. Puis aujourd'hui, c'est ce que je trouve le plus dur de cette maladie-là, c'est que j'aurais jamais la chance. Tu sais, si mon père avait eu un cancer fulgurant, j'aurais pu m'asseoir sur son lit d'hôpital puis jaser avec lui. Mais lui, il a vécu la maladie dans un déni, là, c'est 100%. À partir du moment où il a eu son diagnostic, c'était comme il voulait pas en parler, puis ça n'a jamais pu exister. Là. C'est un gros, gros tabou. Fait qu'on a vécu la maladie dans une espèce de décor de théâtre là, où mon père faisait comme si de rien n'était. Puis ma mère a appris à nommer, puis elle est extraordinaire, là, ma mère, là-dedans. Mais tu sais, ça a fait en sorte que la maladie m'a arraché la possibilité d'y parler, puis lui m'a arraché la possibilité d'y parler parce qu'il n'a jamais été capable de parler de sa maladie. Peut-être que c'est la maladie elle-même qui l'empêchait de, tu comprends, je le saurais jamais. C'est le regard des autres aussi. Des fois, c'est difficile d'annoncer cette maladie-là parce que les autres te regardent plus de la même manière. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je l'ai dit sans colère. C'est juste comme un... J'avoue que si tu m'avais donné... si ça avait été un scénario de ma vie, je l'aurais peut-être écrit différemment. J'aurais aimé ça que... Mais, tu sais, ça efface pas les belles affaires qu'on a vécues. Puis, écoute, c'est ça. Merci de te confier là-dessus. C'est la hantise de plusieurs. Oui. Et comme tu dis, l'aide médicale à mourir, c'est pas pour rien. Il y en a qui se sont autant battus mon Dieu. pour que ce soit éligible pour aussi des maladies cognitives, comme des pertes cognitives comme l'Alzheimer. Et je dis merci aux gens qui se sont battus puis qui ont fait en sorte que c'est accessible parce que
je pense vraiment qu'on est rendu là comme société à donner ce choix-là aux gens, puis aux familles, en fait. Là, c'est vraiment important, puis je suis vraiment fière, heureuse qu'on... Je sais pas comment ça va évoluer, on s'en reparlera quand je l'aurai vécu peut-être, mais tu sais, comment ça se vit, ce processus-là. Tu sais, peut-être que mon père va changer d'idée le jour même, puis son vœu pourra pas être respecté. Ça, c'est vraiment un mystère pour moi. Parce qu'il y a un flou dans la loi. Tu signes ça, mais si le jour même, t'es plus en accord, même si t'as perdu tes facultés, il y a comme le médecin peut décider qu'il va pas procéder. Fait qu'en tout cas, j'ai bien des questionnements par rapport à ça, mais on a quand même... puis on est une société très en avance par rapport à ça. Ah ouais. Tu sais, faut pas croire que c'est partout dans le monde que cette possibilité-là existe pour plusieurs. Niveau rouge, Stéphanie? Ah ouais, hein? Ouais, tu m'en donnes 3, s'il te plaît. Je pensais que c'était Eros. OK, non. Non, pas tout de suite. OK. T'as hâte? Je sais pas. Tu m'as-tu dit 3? 3, ouais. 3? J'ai-tu hâte? Je sais pas si j'ai hâte. C'est une blague. À quel moment aurais-tu voulu que le temps s'arrête? Quel est ton rapport avec la mort? As-tu déjà atteint tes limites physiques ou psychologiques? OK. Et je réponds-tu à tout ça? Juste à une. Ah. Puis moi, j'en pose pas. On en choisit juste une. OK. Mon rapport avec la mort. Alors, quel est-il? J'ai super peur de la mort. Moi, j'ai passé ma vie à penser qu'il y avait quelque chose après. J'étais sûre. Là. Tu m'aurais posé la question il y a 10 ans, je t'aurais dit, ben oui, on s'en va tout là-bas, là, puis là, ça va être la fête, puis, mais persuadée, là, tu sais. Pas parce que je suis croyante, je suis pas du tout croyante, mais c'était comme pour moi, tout ça ne ferait pas de sens s'il y avait pas ça. Puis je me suis mise à fréquenter mon chum, Benjamin, qui, lui, est un athée complet, mais surtout, c'est un gars de science, c'est un gars... Et il m'a convaincue, on en a jasé là, souvent, tu sais, autour d'une bière, tout ça, puis il m'a convaincue. Il n'y a rien après, tu sais, je suis rentrée, puis il m'a enlevé quelque chose, puis j'ai dit souvent, mais tu m'as arraché ça, là. Fait que là, comme c'est donc bien absurde tout ça, tu sais, fait que... Mais en même temps, je suis contente parce que je pense que je vis pas de la même façon, parce que je me dis souvent, OK, mettons, c'est comme une lumière que tu fermes à la fin, puis ça s'arrête, tu sais. Fait que je suis passée d'un côté à l'autre du spectre. Parce que ça veut dire qu'il faut que tu vives maintenant pleinement. Ouais. C'est ça que ça a changé? Est-ce qu'il y a comme une urgence de vivre qui s'est installée? Ouais, quand même. Ben, une espèce de lucidité, puis en même temps, je t'avoue que je me dis, ben si, il y a ça, mais tu sais, si tu connaissais ta date de péremption, tu ferais-tu vraiment les mêmes choix? Moi, je pense pas, là. Vraiment pas, là. Si je savais que je sors d'ici, puis... Qu'est-ce que tu ferais? Mettons, là, si je savais... Donc, je te donne une date. Mettons, tu me dis dans 1 an, là. Ben, j'arrêterais de travailler, c'est sûr et certain, puis je partirais avec les enfants, puis on prendrait du temps ensemble, tu sais. Puis je pense pas que nécessairement que ça serait ce qui me rendrait le plus heureuse, mais c'est sûr que l'affaire que je me dis en ce moment, c'est, mon Dieu, ils grandissent tellement vite, puis j'y vois pas, tu sais, on se voit, mais ça roule, on est tellement occupés. Puis ouais, fait que je pense que je prendrais du temps avec eux, tu sais. Ouais. Comment imagines-tu ton dernier repas, si tu avais le choix, là? Tu dis, souvent, tu as une date de péremption. Mon dernier? Ouais, ça serait quoi? Tu sais, qu'est-ce que tu mangerais? Qui serait là? Quelle musique t'écouterais? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui viennent participer à ce repas-là? Fait que moi, j'aime les petits groupes, OK? J'aime ça quand on est capable d'avoir une seule conversation à table. Fait que mets-moi pas comme 20 personnes, parce que pour vrai, je m'emmerde, là. J'haïs ça, ces soupers-là. Et ça va. Ça, tu sais, des fois, quand tu commences une discussion, ça finit jamais, là. Oui, c'est ça. Et toi, puis là, finalement. Non, ça, j'haïs ça. Moi, j'aime ça être avec... Moi, j'ai la même gang de filles depuis qu'on a 4 ans, là. C'est capoté. On est les mêmes amis, on s'entend bien. C'est écœurant, mais on est 6. C'est comme un chiffre parfait. Parce que quand on se voit, on est comme même conversation. Bref, fait que moi, je te séparerais ça en entrée, dessert, tu sais, puis je garderais évidemment mes enfants pour la fin, mais je voudrais passer un moment avec
les petits groupes que j'aime le plus. On mangerait quelque chose de bien, bien simple. Il y aurait du sirop d'érable. Il y aurait vraiment plein de bonne musique. On boirait sûrement beaucoup d'alcool. Je sais pas, ça serait festif. Mais tu sais, ça revient tout le temps à ça. C'est les gens qui comptent dans ta vie. Et qu'est-ce que tu leur dirais comme dernière fois que tu leur parles, là? Qu'est-ce que tu as envie de leur partager? Ouais. Tu sais, moi, ma grande hantise depuis que je suis maman, là, c'est m'en aller avant d'avoir terminé mon travail. Tu sais, comme le reste, là, pour vrai, si j'avais pas d'enfant, là, je serais vraiment zen là, par rapport à ça, tu sais, au fait que ça s'arrête, parce que je vais citer Louis-José Hood, mais j'ai tellement été gâtée, puis c'est ça qu'il a dit dans une entrevue, puis j'étais comme, je te file, mon boy, parce que moi aussi, je trouve que les gens, en tout cas, m'ont tellement gâtée, j'ai tellement... ça serait correct, tu sais, mais les enfants, j'ai pas fini avec eux, puis ils ont vraiment besoin de moi. Fait que, probablement, pour revenir à ta question, que je leur dirais de tout le temps écouter leur petite voix. Moi, ça a été ça le meilleur conseil qu'on m'a donné, tu sais, c'est comme, toutes les réponses sont là, mais souvent, la voix qui fait comme, que ce soit comme tu sors avec un gars, puis il te traite mal, souvent, tu sais, ça, les signaux, tu t'es senti pas bien à ta première date parce que X, mais t'as fait comme, oh non, tu sais, j'écoute pas. Puis c'est vrai dans tellement de choses, tu sais. Fait que ces clés-là, là, écoute-les, là. T'as plus besoin de moi, mais écoute ça, par exemple. Merci, c'est une belle réponse. Mais le dernier repas, il y en a, tu vois, dès qu'on va là, ils partent à pleurer. Toi, t'es vraiment plus sereine face à ça. T'es capable de l'imaginer. Ils partent à pleurer. Ben, il y en a, oui, ben parce qu'ils veulent pas que ça finisse. Ah. C'est comme s'ils sont en temps réel, là, presque à ce moment-là. Oui, oui. Mais là, tu reçois des acteurs, des gens intenses. Moi, je suis difficile à faire pleurer. Mais le but n'est pas de faire pleurer non plus, mais c'est bien parce que, tu sais, quand quelqu'un pleure, c'est juste qu'après, des fois, c'est difficile de continuer une entrevue aussi. Oui. Moi, je me sens mal des fois, là, personne pleure, mais on doit continuer. C'est pas l'idéal. Et moi, quand je pleure, ça m'arrive souvent, moi, de pleurer quand je fais des entrevues sur différents sujets. Puis maudit que j'aille ça, parce que c'est dur de reprendre son souffle. Là, tu te dis, est-ce que mon mascara est rendu là? Fait que là, t'es rendu à l'extérieur de toi. Qu'est-ce que t'as de l'air? Oui. C'est tout ce que tu veux pas en entrevue. Oui. Donc, le but... mais sauf que des fois, tu sais, les questions peuvent apporter à des moments... introspectifs. Oui, parce qu'on a le temps on a le temps de les ressentir ici, tu sais. Fait que... Mais tu dis que t'es pas actrice, mais tu joues quand même, t'as joué quand même. Ben oui, mais t'es quoi, là? Actrice, scénariste, écrivaine, autrice? Ben là, je gagne ma vie en étant scénariste. Fait que, tu sais, j'écris vraiment... En ce moment, je suis sur 2 séries pour la télé. J'ai fait le film de Fanny l'an passé. Mais tu sais, je Combien de livres, là, t'as écrit? C'est énorme, là. J'ai écrit 6 livres de Fanny. Là, je lance une collection pour les tout-petits qui va s'appeler RAF, autour des émotions, de la gestion des émotions. Fait que ça va marcher, là. Chaque livre est une émotion. Fait que, tu sais, je trouvais ça le fun pour les enfants, tu sais, d'avoir cette collection-là pour... Parce qu'il faut dire, là, t'es très humble, là, parce que t'as vendu, ça se peut-tu, plus de 100 000 de ta collection Fanny. T'as eu des reconnaissances aussi. Face à certains de ces livres-là, tu as été reconnu officiellement. J'ai reçu pour d'autres livres 2 fois le prix du gouverneur général. Ça, c'est comme... c'est pour quel livre que tu as reçu? C'est pour des romans graphiques que j'ai fait. Le premier livre que j'ai écrit dans ma vie, là, c'était vraiment au moment où j'ai décidé d'arrêter d'être chanteuse, parce que je voulais expliquer à Marguerite, ma fille, pourquoi j'avais fait ce concours-là de la Star Academy, puis tout ça. Puis je voulais, en gros, y dire, suis tes rêves, écoute pas le monde. C'est de ça que parle le livre. Puis j'ai travaillé avec l'illustrateur Roger, qui est très, très aimé, très talentueux. On a fait quelque chose qui nous ressemblait vraiment beaucoup. Puis on a gagné le prix du gouverneur général. Puis après, c'est sûr que là, ça a fait que j'avais la confiance des éditeurs, de tout ça. Fait que non, ça a été... Depuis que j'ai commencé à écrire, c'est comme si toutes les portes s'étaient ouvertes. Tu sais, c'est vraiment inattendu, mais j'aime vraiment beaucoup ça.
Niveau Eros et compagnie, on tu finit me avec donnes 3 cartes. Ok. 3 cartes, 3. Parfait. Ah, ben, t'en as beaucoup, toi. Tu m'en donnes J'en ai 4. beaucoup? Pourquoi moi, j'en ai beaucoup? Oui, ben, des fois, il y en a qui en ont moins. Je te dis, je suis assez. Je décide de mes propres règles à ce niveau-là. Voilà. Puis là, je réponds à Ouais, tu peux même m'en donner une autre. Je vais te donner un choix supplémentaire. Okay. Quel souvenir gardes-tu de ta première fois? Es-tu à l'aise avec la nudité? Préfères-tu séduire ou te faire séduire? Quelle est ta définition du désir? Fait que là, je réponds à une. Une seule, ouais. OK. Ben là, je vais vous parler de ma première fois. C'est drôle. J'ouvre des chapitres que je n'ai jamais ouverts en 20 ans, mais je fais ça aujourd'hui. Moi, c'est la personne avec laquelle je suis aujourd'hui, Benjamin. Benjamin, ça fait 10 ans que j'étais avec lui, mais la petite histoire, c'est que quand on avait 14 ans, ça a été mon high school lover. De 14 à la Star Academy, dans le fond, comme dans les films de rom-com, on s'est retrouvés à nos séparations. Fait que Benjamin, c'est vraiment mon premier French kiss, mon premier mon premier amour, ma première fois. Puis ça va être ma dernière fois, je vous le garantis, là, à moins que la vie nous amène je sais pas où, mais c'est vraiment l'amour de ma vie. Fait que c'est drôle parce que quand on s'est rencontrés, je me rappelle encore, moi je viens de la petite banlieue, puis je l'ai vu de loin dans un parc. Je vous jure, là, on disait qu'on était ésotérique au début de l'entrevue. Il y a quelque chose qui a fait, OK, ce gars-là va être vraiment important. T'sais. Puis on a passé toute notre adolescence ensemble. J'étais une amoureuse épouvantablement cruelle parce que il dit toujours, toi, t'es les feuilles, moi, je suis le tronc d'arbre. Parce que lui, c'est un gars plus posé, puis il prend des décisions. C'est un surfeur, puis tout ça. Il est vraiment funny, mais c'est un prof d'université. Il est comme... Puis moi, je suis l'artiste, un peu. Fait qu'à chaque fois que je rencontrais un nouveau gars qui faisait du théâtre, ou je le laissais, puis j'allais voir le gars, puis je me faisais du fun, puis je vivais quelque chose. Puis là, je me rendais compte que c'était pas Benjamin, tu sais. Fait que là, je retournais voir Benjamin, puis on était bon pour une autre année. Puis on a fait ça pendant des années, puis il me reprenait à chaque fois jusqu'à temps qu'il se tanne pour de bon, là. Mais vraie histoire d'amour de jeunesse, tu sais. Puis tellement que la première fois, je me rappelle, ma première fois quand je suis allée dire à ma mère... Maman, elle faisait une sauce à spaghetti, je l'ai attrapée quand elle était comme occupée. J'ai dit, maman, je pense que j'ai vécu quelque chose, mais je veux pas que t'en parles à papa. T'sais. Elle dit, OK. Là, j'ai dit, ben, j'ai fait ma première fois. T'sais. Ben, pas longtemps après, mon père est venu me chicaner. Elle avait dit, il faudrait que j'en reparle avec elle, mais je me rappelle très bien que mon père m'a dit, voyons donc, ça sera pas avant de se marier. Il était bleu de colère. Puis là, moi, je pleurais, puis je disais, mais papa, c'est l'homme de ma vie, je suis en amour. Puis il me croyait pas, tu sais. Mais c'était vraiment l'homme de ma vie, là. Je suis encore avec aujourd'hui. Fait que, ouais. Ta mère, mais t'en gardes un bon souvenir de cette première fois-là. Ben oui, parce que tu sais, si toutes les filles pouvaient vivre une première fois comme ça, tu sais, j'étais avec un gars respectueux, que j'aimais, qui m'aimait. On était dans un milieu super sécuritaire. Tu sais, c'est sûr que ça n'a pas été comme... Il n'y a jamais une première fois qui est comme « Oh yeah! » Tu sais, ça n'a pas été ça. Vraiment pas. Puis je me rappelle même qu'après, on a arrêté pendant longtemps. C'est comme on s'est plus retouché parce que c'était juste vraiment trop intense pour moi. J'étais pas prête. J'étais très jeune. J'étais pas prête. Mais quand même, ça a été comme une bonne première fois parce que je l'aimais, tu sais. Je l'aimais vraiment, là. Parle-moi de vos retrouvailles. C'est drôle, ça. Je sais pas tout ce qu'il va me tuer après. Il écoute jamais mes entrevues, fait que je peux bien raconter tout ce que je veux. Mais quand j'ai décidé de me séparer, j'ai dit à mon ex, je vais aller prendre un verre avec Benjamin. Je pense qu'il file pas. En fait, j'avais rencontré son ex à elle était à l'opéra avec sa mère et moi, j'allais à l'opéra avec ma mère. On était assises à côté, là. C'était quoi les chances, tu sais. Puis elle m'a dit, il file pas, il est parti à Bali faire du surf. Va donc prendre un café avec. Fait que je dis, OK. Fait que moi aussi, mon couple, là, c'était fini. Fait qu'on les deux, on était célibataires. Fait qu'on va prendre une bière, mais on s'était pas revus depuis toutes ces années-là parce que, tu sais, je le savais que j'étais encore en amour. Là. Tu m'aurais demandé... On aurait joué à ce jeu-là pendant que j'étais en couple, puis il y aurait eu un joker qui serait sorti parce que je le savais que ce gars-là,
C'était dur à remplacer. Il n'était pas remplaçable. C'était mon meilleur ami d'enfance. Bref, il arrive dans le café, je me rappelle encore, non, c'était un bar. J'étais assise, puis il arrive avec sa chemise carottée. Il n'était pas rentré dans le bar, puis j'ai un problème. C'est comme, c'est sûr que je retombe en amour avec lui. T'sais. De juste le voir, de le voir arriver. Ouais, ça a été... c'est ça. Est-ce que vous avez repris à ce moment-là? Ouais. On a ben, ça s'est pas fait. Ça a été des belles montagnes russes parce que là, notre vie était vraiment rendue plus complexe avec des enfants, puis beaucoup de tourmentes intérieures. Lui, c'est un gars de famille. Un jour, j'écrirai sûrement une série là-dessus parce que c'est très, très beau. Lui, il n'était pas capable d'abandonner son foyer, puis en même temps, ben, on était super amoureux, tu sais, fait qu'on a fini par accepter cette déchirure-là dans nos vies, que, tu sais, on aurait une famille reconstituée ensemble. Mais je pense qu'on le savait que ça allait être très, très tough. C'est très dur de mettre deux familles ensemble. Là. Je sais pas s'il y a des gens qui écoutent puis qui l'ont vécu. Mais même quand tu as tous les bons ingrédients, là, c'est comme essayer de faire un gâteau avec... Ben, il y a beaucoup d'intervenants déjà. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de parents qui vont... Tout ça. Tu sais, puis des fois, le nouveau chum, la nouvelle blonde. Tu sais, je veux dire, c'est... Et pour les enfants aussi, c'est complexe. Tu sais, être une belle maman aussi, c'est un rôle. Ouais. Kim Ross, qui est venue ici il y a quelques mois, puis elle a rendu un hommage incroyable à sa belle-maman, tu sais, qu'elle a eu très jeune. Ah oui, je trouvais que ça faisait du bien. C'était comme s'il y en a qui veulent aller le réécouter, là, c'est le Ouvre ton jeu avec Kim Ross, parce que c'était un vent de fraîcheur. Je trouve souvent, on a tellement de choses à dire contre les belles-mères. Oui. Et là, tout d'un coup, c'est, regarde, elle dit, moi, j'ai 3 parents, là. J'ai ma mère, j'ai mon père et j'ai ma belle-mère qui est fondateur dans ma... qui est un membre fondateur de ma vie. Puis quand mon père va décéder, ben elle sera encore dans ma vie. Puis c'était pareil pour son frère, mais c'est un bel hommage à ce rôle qui, des fois, malheureusement, peut être difficile, ingrat. On ne sait pas trop où se placer entre le lien d'autorité, l'ami, la conjointe. Là, il y a beaucoup de choses. Puis c'est des étapes. Là. Moi, il y a des moments dans ma vie où ça allait pas du tout avec mes beaux-enfants. Puis j'étais pas la meilleure version. J'étais pas la mère, la belle-mère que j'avais pensé que je serais. Puis il y a d'autres moments où tu fais « OK, tu sais, t'entends. » Tu sais, moi, il y a un moment donné avec le fils de mon chum où il m'a dit « Ça, puis ça, là, ça marche pas. » Puis il avait raison, tu sais. Puis depuis qu'il m'a dit ça, ça a éclaté, là. Je me rappelle, on s'en allait dans le Maine, là. On avait les bagages sur le bord de la porte, puis lui, il venait pas parce qu'il est vieux. Puis il me sort ça, là, pendant que mon chum m'attend dans l'auto. J'ai fondu en larmes. Je me suis dit... Pour vrai, là, c'est ça que tu penses que de notre relation, tu sais. Ça fait 1 an et demi, puis on s'est plus jamais chicané, tu sais. Fait que le problème, c'était pas lui, là, c'était moi, parce que depuis que j'ai changé, tu sais, je dis pas qu'il est parfait, mais j'ai quand même été l'adulte qui a dû faire un bout de chemin, puis je trouve que ça va vraiment mieux, tu sais. Donc, tu étais en ouverture, tu l'as entendu. Ben, il y a eu un vrai cri du cœur. Je le battais pas, là. J'étais pas... Non, mais n'appelez pas le 911. J'imagine pas non plus Non, comme non, ça. c'est juste que, tu sais, parce qu'être parent, c'est difficile. Être parent d'un enfant avec qui t'as pas ce lien d'attachement. Tu sais, quand un enfant sort de ton ventre, là, tu vas en accepter des choses. Puis il y a un filtre qui fait que des fois, tu vois pas tout le temps les défauts, tu vois pas tout le temps les... Puis c'est comme la copie carbone. C'est l'inverse quand c'est pas ton enfant. Tout est... Quand ça tape ses nerfs, ben c'est plus agressant, je pense. Je sais pas si c'est juste moi qui le vis comme ça, mais fait que je suis devenue une version, ben c'est ça, moins patiente peut-être, moins... Puis quand j'ai changé ça, ben dans la maison, ça s'est amélioré, tu sais. Fait que c'est ça. Des fois, c'est nous, là. Des fois, c'est nous qui avons à changer, là. Oui, puis il a dit les choses aussi. Oui. Il a dit ce qu'il ressentait. Tu sais, ça, c'est important aussi, parce que c'est dur de s'ajuster face au silence de l'autre. Parce que c'est là que tu fais des faux pas, tu sais pas, tu y vas à tâtons. Mais quand l'intention est claire, nette et précise, quand tu peux décider tu t'ouvres ou pas, mais clairement, là, il y a eu un contact entre vous deux. Oui. C'est important. Oui. Maintenant, la dernière question, la question opto-réseau. OK. Quand tu regardes ton parcours, qu'est-ce que la petite Stéphanie penserait de la femme que tu es? On parle de la petite. Je pense que la petite Stéphanie serait vraiment
très contente de voir que je joue encore beaucoup puis que je m'amuse autant. Tu sais, moi, j'ai eu 2 parents là, qui travaillaient toujours ensemble. Ils avaient une entreprise, fait qu'ils étaient très fusionnels dans leur travail. Puis j'ai dû apprendre à développer ma sphère d'intimité professionnelle toute seule. C'est-à-dire comme travailler toute seule, puis pas dépendre d'un gars pour réussir à faire mon chemin. Puis quand je me lève le matin puis que j'écris des histoires, là, avec mes personnages, là, ma productrice appelle ça mes petits bonhommes, là, mais tu sais, j'ai vraiment, vraiment beaucoup de fun. Tu sais, j'adore ce que je fais. Je vois pas les journées passer. Puis ça, tu sais, j'imagine que les enfants, tu sais, quand ton père ou ta mère a l'air de s'ennuyer dans son travail, l'enfant serait pas bien fier. Tu sais. Puis j'ai l'impression que pour ça, elle serait vraiment, vraiment contente de voir que je joue encore. Ta petite Marguerite, on n'a pas encore parlé, mais je veux t'entendre là-dessus parce qu'elle est comédienne. Ouais. On l'a vu entre autres avec Antoine Bertrand. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait de la voir déjà tout petite évoluer dans le milieu que tu connais bien? Ben, je suis vraiment, vraiment fière d'elle. Mais pas... Puis j'ai dit souvent parce que, tu sais, j'ai eu peur, moi, que Marguerite, ça... C'est sûr, on regarde tout le temps les choses avec les lunettes de notre propre vie, tu sais. Fait que là, moi, vu que j'avais vécu la Starac, puis ça avait comme été... ça avait déboulé en fou à 18 ans. Quand elle a commencé à faire des plateaux à 6 ans, tu sais, elle a remplacé une petite fille. C'est comme ça que ça a commencé, sur le plateau de son oncle. Moi, je voulais pas. Mais finalement, elle l'a fait. Tout ça, j'ai accepté. Mais elle était bonne, tu sais. Les coachs me disaient des trucs comme « On n'a jamais vu ça, elle est d'un naturel. » Puis moi, je te disais « Hey, elle a 6 ans, là, chez moi, on n'a jamais vu ça. » Tu sais, je voulais pas. Puis est arrivée Mademoiselle Bottine. Elle a eu différents trucs avant, mais ça a été un plateau là, de famille, un plateau d'amour. Ça a vraiment été tu sais, tourné dans la collection La Fête là, pour un enfant, c'est comme une autre game. Là. C'est pas comme n'importe quelle fiction. Puis je trouve que ça a imprimé en elle une espèce d'amour profond du jeu et non de toute la patente qui entoure le fait de jouer dans un film. Et Antoine Bertrand a été... c'est comme, il s'appelle encore là, pour aller au cinéma. Il est venu la chercher l'autre fois à l'école. Tu sais, c'est... Oh! Ouais. Oh, ils ont gardé Non, son chum, là. Puis moi, j'ai pas rapport dans leur affaire, là. Mais il est extraordinaire parce que il a comme aimé d'un amour... un amour vrai. Fait que je trouve que Marguerite, là, c'est un peu comme ça. Elle avait été shippée dans une belle troupe de théâtre, là. Puis pour le vrai amour du jeu. Là, elle a eu d'autres offres après, des offres, là, tu sais. Puis à chaque fois, elle était comme « Ah, non, je préfère aller à l'école, je vais attendre la bonne affaire, tu sais. » Puis là, il y a quelque chose qui s'en vient de super, mais ça a été comme un an et demi sans jouer, là, depuis, puis elle est bien correcte avec ça. Fait que je trouve ça sain, tu sais, comme façon de vivre le jeu, en fait. T'sais, c'est pas devenu un enfant qui travaille tout le temps. Okay. Est-ce que toi, on va t'entendre chanter à nouveau? Je sais pas. Bonne question. Piano-voix, là, ce que tu parlais tantôt, ouais. Là, que ouais. C'est ça que tu aurais probablement aimé faire. Est-ce que ça, c'est quelque chose pour faire des reprises à piano-voix? Est-ce que c'est quelque chose que tu... Est-ce que chez toi, tu chantes? Ce qui est drôle, c'est que si je n'étais pas venue ce matin, ça va tellement vite ces temps-ci, là, je me demande même pas si j'ai le goût de manger de la crème glacée. Là. C'est comme... Puis là, je t'ai jasé, puis je me suis dit, hey, tantôt, tu me parlais, puis je suis partie dans mes pensées, puis je me suis dit, pourquoi je ne l'ai jamais fait, puis pourquoi je le ferais jamais, tu sais? En fait, juste pour le fun de retourner en studio avec mes amis musiciens, puis fait que peut-être que je le ferai. Je sais pas. Mais oui, puis maintenant, il y a quelque chose de... Tu sais, on parle toujours du côté négatif des réseaux sociaux, mais... Ah ouais. Tu sais, tu fais ça, puis t'envoies ça. Tu sais, je veux dire, il y en a plein qui se lancent. Toi, t'es déjà connu, mais des fois, j'ai juste faire une chanson qui existe déjà. Ouais. Puis tu nous partages ça de cette façon-là. Ouais. Parce que, tu sais, on s'ennuie de ta voix. On s'ennuie de toi comme chanteuse. Puis moi, quand t'as dit piano-voix, j'imaginais déjà un beau tapis en dessous de ton piano. Tu sais, moi, je te voyais déjà, tu sais... unplug, c'est quoi en français? Non, mais vraiment, c'est ça. Si je fais quelque chose, c'est sûr et certain que c'est ça, puis que c'est pas quelque chose de damnant, puis tu sais, comme un genre de disque que tu peux écouter en soupant, là. Mais comme, c'est sûr que si je fais quelque chose, c'est dans cette... Et je suis sûre avec des messages incroyables à chaque... Tu sais,
ce que tu vas choisir, c'est des paroles qui vont nous rentrer dedans. C'est drôle parce que tantôt, je t'entendais parler, puis je pensais à Zaz qui écrit beaucoup de chansons sur la mémoire, sur la perte de mémoire, sur l'oubli. Oui. Et je t'imaginais au piano en train de nous chanter ça. Pierre Lapointe en a écrit une fabuleuse, là, parce que Pierre m'a écrit des chansons, fait que je le connais dans le travail, tout ça, puis je l'ai texté récemment pour lui dire ta chanson parce que sa maman est malade, comme mon papa est malade, sa mère fait de l'Alzheimer, et il a écrit une pièce extraordinaire qui, pour moi, résume vraiment ce que c'est que cette maladie-là, dans le sens que, tu sais, oui, on a beaucoup de peine pour la personne, mais il y a aussi, tu sais, ce que je te disais tout à l'heure, que, tu sais, même si une personne est malade, ça efface pas nécessairement les choses qui n'ont pas tourné rondement dans, tu sais, les petites blessures. Puis quand j'ai entendu sa chanson, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est Pierre et moi, on dirait qu'on a vécu le même voyage parental, tu sais. Ouais. Est-ce que tu t'en souviens du titre de cette chanson-là? Il faudrait que je vérifie. C'est à la fin de son dernier disque. Bon, bien, fin du dernier album. Disque, on a un bon indice. Mais, mais c'est ça, je t'imagine tellement faire ça. Si jamais j'oublie le Zaz, c'est tellement... En fait, il y a plusieurs chansons sur la mémoire, mais si celle-là te parle de Pierre, en tout cas pour notre bénéfice à tous. Ah, t'es bien gentille. On aimerait ça. Je parle au nom de tout le monde. Merci beaucoup pour cette magnifique rencontre, Stéphanie. T'es une belle personne, vraiment. Merci beaucoup. Vraiment. Je te le retourne, toi aussi. Ça m'a fait du bien. Puis j'ai même pas sorti mon Joker. J'ai pensé à un moment donné que et non. Ça arrive-tu souvent que les gens ne sortent pas? Non, ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est nécessaire. Mais moi, ça me permet de pas avoir avoir peur d'aller trop loin. Oui. Puis je me dis, tu sais, moi, il faut que je me sente libre. Oui. Et comme ça, la personne est libre aussi de dire, hey, j'ai plus envie. Et ça s'arrête, tu sais. Ça se fait tout en douceur. Et ça fait une entrevue qui est plus profonde aussi quand l'intervieweur n'a pas peur d'aller un peu trop loin. Je te redonne parce que j'en ai pas eu besoin. C'est parfait, je repars avec le Joker. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Merci. Et merci à tout le monde d'avoir été là. On se dit au prochain podcast. Bye bye. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être. Les jeux de table Ouvre ton jeu édition originale et édition couple sont disponibles partout en magasin et sur randolph.ca.